Eh bien, messieurs, dames, c'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous après 2 ans de pandémie où nous n'avions pas la possibilité de nous serrer les bras, de nous faire des bises et d'être donc dans la proximité. Et de cela dont je vais vous parler. Nous sommes là pour évoquer pendant 18 minutes 00 secondes un futur désirable dans une ville dans laquelle la proximité serait quelque chose qui deviendra heureuse. Heureuse parce que, effectivement, on a imaginé avec mes équipes de recherche à la Sorbonne où je dirige une chaire, donc un mode de vie urbain qui pourrait changer par rapport à ce que nous avons connu pendant 70 ans d'urbanisme pour lesquels nous ne nous avons pas demandé notre avis et dans lesquels nous subissons les transports plutôt que profiter d'une certaine vie et de la chose la plus importante que nous avons perdue depuis 70 ans, le temps utile que nous n'en avons plus. J'ai appelé ça il y a 6 ans la ville des quarts d'heure, puisqu'il y avait la COP 21, qui était la grande réunion mondiale des États pour parler de comment nous allions vers la neutralité carbone en 2050, pour réduire les émissions CO2, pour éviter les réchauffements climatiques et pour laisser aux générations futures une planète habitable et dans laquelle nous pourrions alors continuer à vivre avant qu'il ne soit pas trop tard. Cette ville des quarts d'heure aujourd'hui fait le tour du monde. Parce que nous vivons aujourd'hui dans des villes partout dans le monde de manière majoritaire. Mais chacun de vous qui est ici à Roubaix, assis aujourd'hui, chacun de nous devons répondre à une question, dans quelle ville nous voulons vivre. Parce que des villes, il y a plein de manières différentes de faire la ville. Des villes moches, des villes belles, des villes avec des tours, des villes sans tours, des villes plates, des villes étalées, des villes compactes, avec de la mer, sans la mer, avec de l'eau, sans l'eau. Dans quelle ville on veut vraiment continuer à vivre? Allons-nous continuer à subir la ville telle comme nous est imposée? Ou allez-vous, chacun de vous, devenir un acteur de là où vous habitez pour que ça soit quelque chose qui ait un sens par rapport à la vie, par rapport à l'acte de passer dans cette planète, mais dans une période pas très connue, mais bon, bref, c'est rare que ça dépasse, une centaine d'années pour les plus fortunés. Je connais Edgar Morin qui vient de les dépasser, et je lui dis merci Edgar, parce qu'Edgar Morin a illuminé mon chemin sur la complexité de la ville qui existe depuis 5000 ans. Avec plein de civilisations, la Mésopotamie, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire byzantin. Je viens de l'Amérique latine, donc au Teotihuacan, l'Empire aztèque. Il y a eu plein de manières de construire des lieux dans lesquels nous habitons, et ça continue encore aujourd'hui. Donc, des rêves des villes, des proximités, il y en a eu plein. Je ne suis pas le premier à parler de la ville des proximités. Il y a eu plein de manières de faire des villes des proximités. Ceci, heureusement qu'elle n'a pas eu lieu. C'est Le Corbusier. Le Corbusier qui a créé la cité radieuse qu'on peut encore visiter à Marseille avec des modulateurs. Une espèce de bâtiment dans lequel on avait tout à portée de la main, mais sans jamais sortir, dans lequel on était un peu enfermé. Et Le Corbusier avait imaginé, vous voyez Paris, qu'on pouvait raser tout le quartier latin et mettre donc ces tours-là où chaque tour était un module dans lequel on pouvait habiter, travailler, manger, faire des courses. Et heureusement qu'on a respecté la chose la plus importante qui existe dans la ville, c'est la considérer comme chacun de vous qui respirait pour vivre, qui prenait de l'air pur, qui avait la circulation sanguine, qui avait des os solides, des muscles pour vous porter. C'est ça la ville. Parce que la ville est vivante. Parce que la ville, comme vous, elle a un métabolisme. Parce que la ville aussi, il faut qu'elle respire. Parce que la ville aussi, il faut qu'elle ait sa circulation sanguine, son système nerveux, ses muscles. La ville aussi, il faut qu'elle parle. Mais ce qui parle dans la ville, c'est un ensemble. C'est vous, c'est ce qui vous entoure, c'est la nature, c'est ce qui est construit. Mais la ville, ce n'est pas les constructions. Non. La ville, c'est ce que nous en faisons de ce qui a été construit et de ce que nous allons continuer à avoir comme relation avec ce qui existe. Mais aujourd'hui, les choses ont profondément changé. Nous sommes en 2021. Et en 2021, nous sommes maintenant à même pas 29 ans de cette échéance fatidique 2050, mais déjà, ça ne va pas du tout. Et donc, j'ai dit, effectivement, les villes concentrent aujourd'hui énormément des problèmes. C'est mon ami Jaime Lerner, ancien maire de Curitiba, qui a transformé sa ville au Brésil et qui disait « Les villes font partie des problèmes, mais elles tiennent les clés des solutions.
C'est pour ça que je suis admiratif de tous les maires du monde qui se confrontent à ça tous les jours. Et je salue le maire de Roubaix, mon ami Guillaume Delbar, parce qu'il est confronté tous les jours à Roubaix, comme chacun des maires ailleurs, à comment affronter ces changements climatiques qui est aujourd'hui présent tous les jours et qui nous posera des problèmes de survie dramatiques si nous avons une température qui augmente, comme c'est déjà le cas, au-delà des 3 degrés, en sachant que l'augmentation entre 1,5 et 3 degrés, ça rend d'ores et déjà une partie de ce que nous connaissons habitable comme inhabitable. Et c'est inévitable que ça soit inhabitable. Vous allez me dire que ce n'est pas très futur désirable, que ce n'était pas ça que vous étiez venu entendre. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment navré, mais je ne suis pas ni collapsologue, ni pessimistologue. Donc nous sommes là, scientifiques, chercheurs, pour réfléchir, nous poser des questions, nous interroger et imaginer ce que vous vouliez venir voir ce soir. Peut-être un futur désirable. Vous savez, les Belges, ils disent oui, 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 peut-être. Ils ne sont pas loin. Donc nous sommes là aujourd'hui à se poser la question si c'est oui, 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 sera non, sera oui. Et donc, on n'a pas le choix. Nous devons sortir d'un monde de production-consommation qui nous mène à la perte. Un peu partout dans le monde. Métro, boulot, dodo, tout le monde le connaît. Plus de courses. Ces images-là sont un futur désirable. Voyons. Des villes minérales, des trafics, de la circulation, des transports des masses, de la consommation dans des lieux dans lesquels on a perdu l'humanité. Nous devons aujourd'hui nous poser. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans le monde entier. 7 milliards 300 millions d'habitants sur cette planète, les passagers de cette planète qui est en danger, ont eu une alerte avec un virus qui fait 130 nanomètres. Un nanomètre, c'est un cheveu vu de la Lune. Vous les multipliez par 130, ça ne va pas loin, ça a paralysé la totalité de la planète. Tout le monde était confiné, tout le monde était chez soi. On n'a jamais vendu autant de yaourtières, on n'a jamais joué à autant au Scrabble, on n'a jamais autant vu nos enfants, on n'a jamais autant fait du pain de la maison, on n'a jamais autant, pour la première fois, rencontré des voisins. Il y avait des voisins. On a appris que la dame en haut, elle parlait espagnol ou italien, que le gamin d'en face, il jouait peut-être au ballon. On a découvert des choses absolument incroyables. À 20h, quand on tapait tous, « Waouh, 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 ah, c'est toi, comment tu t'appelles? David, ah, ok, et toi? Mohamed, Leïla, Pedro. » Oui, parce que là, le droit, elle s'appelait Mohamed, Leïla et Pedro. Je tiens à le dire. D'ailleurs, je m'appelle Carlos. Et donc, on a découvert qu'il y avait effectivement un monde qui existait. Certains l'ont appelé le monde d'après. Mais moi, je n'y crois pas que ce soit le monde d'après. Je pense qu'il faut réfléchir au monde d'aujourd'hui, si on veut le rendre désirable, parce que si on le rend désirable dans 30 ans, ça sera trop tard. Donc le futur, il se construit aujourd'hui. Et notre défi, dans chacune des villes où nous sommes, que ce soit des grandes villes chinoises à 40 millions d'habitants, ou que ce soit des villes métropoles, des moyennes villes, des petites villes, de leur réalité, nous avons tous une mission. Une mission nous a été confiée. Retrouver notre humanité perdue. C'est ça qui est au cœur du nouvel urbanisme pour lequel je me bats depuis des années avec mes équipes de recherche et que nous préconisons aujourd'hui partout où nous passons. Et nous disons, il y a urgence. Il y a vraiment urgence à changer des modes de vie. Des mondes peut-être, mais c'est plutôt le mode de vie. Et cette urgence, elle est confrontée à un défi qu'on n'avait jamais connu, que très peu de générations ont connu avant, parce qu'on n'arrive même pas encore à une génération. C'est que nous sommes dans un monde hyper connecté depuis les années 2000, quand nous avons connu la révolution numérique. Donc, notre mission, votre mission, de monsieur le maire, je l'ai vu, il est là, c'est de retrouver notre humanité dans un monde hyper connecté. C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique parce que le monde est devenu majoritairement urbain. On habite aujourd'hui dans des villes, mais également nous sommes hyper connectés. Chaque personne dispose de 1, 2, 3, 4, 5 appareils connectés. Et donc nous avons perdu cette capacité à voir le monde avec nos yeux. On voit le monde à travers nos lentilles. Et on ne voit pas le monde à travers nos lentilles pour voir le monde. On le voit juste pour envoyer les photos sur tous les réseaux sociaux qui existent.
Et on est heureux parce qu'il y en a plein des gens qui ont liké, on le compte, tiens, j'en ai 8 ans, des gens qui likent dont on n'a absolument rien à foutre parce qu'on ne le verra jamais, on ne le connaîtra pas. Et ça ne représente pas l'humanité. Donc cette urgence à retrouver l'humanité de cette vieille dame, à lutter contre les fléaux du XXIe siècle, qui est les zombies geeks, les geeks hyper connectés et zombies, parce que socialement déconnectés. Les social zombies, des gens qui vivent socialement mais qui sont totalement déconnectés. On les voit avec les antivax, on les voit avec la Terre est plate, on les voit avec les créationnistes, à peu près tout ça sur le même niveau. Il n'est pas possible que des gens qui racontent des bêtises mettant en danger beaucoup de gens reçoivent dans une journée 500 000 vues. Mais moi, quand j'ai fait un petit post et que je l'écris et que j'ai 25 000 vues, on dit super content, on a diffusé des choses intéressantes. 700 000 vues pour des âneries dans des réseaux sociaux. Donc, OK, le monde digital est important. OK, l'hyperconnectivité était là. Grâce à ça, on va à plein d'endroits sans jamais dire rien à personne, parce qu'on suit son truc, on arrive au Colisée parfaitement sans problème. J'ai eu besoin de parler à personne. Avant, il fallait que je demande « Bonjour madame, vous savez où c'est le Colisée à Roubaix ?»« Ah oui, la première à droite, à gauche. Souvent, voilà, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, voilà, parfois on discutait, voilà. Mais nous avons besoin donc de comprendre que cette technologie, c'est comme la fable d'Ésope, comme la langue. Cuisinier, fais-moi les meilleurs plats. Il a fait de la langue, fais-moi ton pire de plat, il y a un ennemi, il a fait de la langue. Voilà, c'est pour les meilleurs et pour les pires, c'est juste un outil, c'est pas une fin en soi. Donc, quelle est la fin en soi? Et donc, moi, je l'ai dit haut et fort, il n'y aura pas de nouvelles normalités si nous ne retrouvons pas nos proximités, si nous ne disons pas bonjour à quelqu'un. Parce qu'Edgar Morin, une fois, je l'ai invité, et il a dit, dire bonjour à quelqu'un, c'est lui dire tu existes. Et ça ne se fait pas au travers un smiley. Donc, retrouvons nos proximités pour que moi soit l'autre, et pour que l'autre soit moi. C'est graphisme en anglais, mais oui, nous devons les transformer dans cette altérité, dans cette empathie. Si dans nos villes, on retrouve aujourd'hui de l'exclusion, de la haine, de la violence, s'il y a un éditorialiste qui occupe les chaînes pour dire du mal de l'autre parce qu'il s'appelle Mohamed Leïla ou parce que sa couleur ou sa religion, ça ne lui convient pas, c'est parce que nous sommes en train de perdre les liens sociaux que nous avons avec nous et qu'il est donc urgent de retrouver ces proximités. C'est pour ça que nous avons inventé cette nouvelle sociabilité urbaine que nous appelons la ville des quarts d'heure pour les zones très très denses et les territoires de la demi-heure pour les zones donc moyennement denses et au faiblement denses. On appelle ça une nouvelle circularité. Nous connaissons tous l'économie circulaire et Roubaix est à la pointe. Mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que la circularité soit la manière comme nous vivons pour que le fait d'habiter, de travailler, de faire nos courses, de nous soigner, d'apprendre, de nous épanouir, soit relié par un ensemble qui nous permet alors d'épargner nos ressources fragiles de la nature, nous permet de créer de la valeur économique pour lutter pour l'emploi et contre la pauvreté, de créer de l'impact social pour lutter contre l'exclusion, le racisme, la démagogie, pour que les liens avec l'autre permettent de redonner à l'homme la part noble, sa lumière, celle de l'humanité. C'est ça que nous appelons la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est, dans une zone compacte, accéder à ces 6 choses-là. Habiter, travailler, m'approvisionner, me soigner, me cultiver et me prélasser. Et nous disons ça pour éviter notre ennemi commun à tous, ces longs trajets pendulaires qui durent 1 heure ou plus à l'aller et autant au retour et qui nous coupent de l'endroit où nous habitons, qui nous amènent dans des lieux que nous utilisons que dans la journée, qui nous amènent donc à ne pas savoir donc avec qui nous sommes dans les quartiers où nous habitons et qui nous amènent à perdre donc cette qualité de vie qui est la seule chose qui doit compter quand on habite quelque part. C'est pour ça que nous disons qu'il y a 3 éléments de bien-être que nous devons protéger avant tout. Mon bien-être personnel avec ma famille, avec des gens que j'aime. Parce qu'il faut retrouver de l'amour, sinon nous perdons notre droit de tirage dans les passages sur cette planète.
Nous devons retrouver la sociabilité avec nos amis, avec mon voisin, avec mes collègues de travail. Et nous devons retrouver également des gestes écologiques au quotidien pour qu'on protège la nature et l'altérité par rapport aux gens que je ne connais pas. Nous appelons donc les maires, nous appelons tous ceux qui ont des responsabilités, nous appelons les entreprises, les secteurs privés, les citoyens à mettre en exergue le bien commun comme tout ce qui peut protéger avec des ressources matérielles et immatérielles pour sortir certains aspects essentiels à notre bien-être d'une économie spéculative et pour offrir la capacité à que ça soit à la portée de tous et chacun. Ce n'est pas les 15 minutes pour moi et ma famille, donc des manières ségrégatives, au contraire, c'est lutter contre des villes qui sont devenues aujourd'hui, depuis 70 ans, par la manière de produire et de consommer, ségrégative, dans laquelle on s'isole, dans laquelle un quartier est vide le soir, un lieu est prêt dans la journée, mais seul le soir. Donc on appelle ça une ville polycentrique, une ville multicentrique, une ville servicielle, une ville dans laquelle il y a la ville partout. Nous appelons ça la forme de la ville des proximités heureuses. Pour vivre plus intensement et pour vivre mieux, vous savez qu'un bâtiment que vous utilisez, il ne sert qu'entre 30 et 40% de son temps. Ça veut dire qu'entre 60 et 70% de son temps, il est vide. Arrêtons ces gaspillages. La circularité est pour tout ce qui fait partie de la vie. La manière d'habiter, de travailler, de faire ses courses, d'être en forme, d'apprendre à s'épanouir pour que le bien-être, la sociabilité et une planète inclusive soient vraiment au rendez-vous. Réinventons nos voisinages dans toute la ville. C'est possible, il y a plein de gens qui le font ailleurs aussi parce qu'ils s'obéissent à une autre manière aussi de fonctionner, mais nous sommes aussi aujourd'hui dans cette voie-là. Ça, c'est le nouveau quartier donc, à Utrecht, dans les Pays-Bas. Ça, c'est la gare d'Utrecht, donc faite pour les multimodalités et les vélos. Ça, c'est à Valencia, où aujourd'hui, une autoroute devient un grand parc. Ça, c'est à Vienne, en Autriche, où nous avons aujourd'hui donc des rues qui sont complètement apaisées avec une proximité qui se cultive. Je suis très fier de ces projets avec mon ami Giuseppe Sala, le maire de Milano, à Piazza Loretta, qui est devenu ça, des lieux de vie, dans lesquels on a la capacité de bouger avec des moyens décarbonés. Paris qui a récupéré donc cette proximité. Le rue des Écoles, parce que j'ai entendu quelqu'un parler tout à l'heure des rues des Écoles, donc à Roubaix, et donc je lui fais un clin d'œil, et il se reconnaîtra donc New York, qu'on ne voyait pas, s'est transformé donc en Broadway. Copenhague, ça c'est une piste de ski au-dessus d'une usine d'incinération. On récupère donc les chaux et on les fait passer en piste de ski. Et des immeubles dans lesquels tout le monde se rencontre. Medellín, donc la terre de ma mère, devenu aujourd'hui, après une ville de violence, quelque chose qui les sert à tout le monde par les métros câbles. Les nouvelles proximités, c'est ça. C'est transformer les lieux pour qu'ils servent à plusieurs choses. C'est Londres où 6 étages de parking souterrains deviennent aujourd'hui des lieux de vie. Voilà. Roubaix aussi se transforme. Je remercie les maires, son équipe qui s'implique. Ce n'est pas dans la charte donc, de TED, mais je me permets de le dire parce que vous aussi, vous avez le droit à répondre à une ville dans laquelle vous voulez vivre avec de l'écologie, de la solidarité, de la participation et de la proximité. Merci.